Tombona nimbo tombona nanjawe tombona nanjawe tundandindi manjame dandindi manjame malu panda malu panda malu beli lokon. Arrivé, l'histoire l'a voulu, blancs et javanais, tonkinois et plus, ils ont côtoyé nombre de tribus, ils ont travaillé, ils ont survécu. Nos anciens s'entendent déjà. L'histoire de partage, la journée du bagne en héritage. Ce samedi 2 juin, deux des plus grandes associations liées à la préservation du patrimoine pénal en Nouvelle-Calédonie, en l'occurrence l'association Marguerite et Témoignages d'un passé, s'associent pour organiser dans le cadre du site de Terrain-Bas une journée consacrée aux familles descendantes du bagne. Et nous recevons aujourd'hui, pour nous en parler, deux personnes à qui je vais tout d'abord demander de se présenter. Alors, Manuel Cormier, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont vos fonctions dans le cadre du site de Terrain-Bas? Alors, j'en suis le directeur pour le compte de l'association Marguerite. Et donc, l'autre personne, il s'agit bien sûr d'Yves Mermoud. Donc, Yves Mermoud, pouvez-vous nous rappeler vos fonctions au sein de Témoignages d'un passé? Bonjour à tous. Eh bien, je suis le président pour le moment de l'association Témoignages d'un passé qui œuvre modestement pour la valorisation du patrimoine calédonien. Alors, je vais vous proposer tous les deux justement qu'on revienne un petit peu quand même sur l'histoire de vos deux associations, parce qu'elles sont peut-être pas toujours présentes dans la mémoire de nos auditeurs. Alors, Yves Mermoud, priorité parce que c'est une question de chronologie, hein. C'est toujours le cas en histoire. Je vais d'abord me tourner vers vous pour vous demander de nous rappeler dans quelles circonstances et pourquoi est née en 1975 l'association Témoignages d'un passé. Je crois que pour répondre à cette question, aussi bien pour l'association Marguerite que pour Témoignages d'un passé, il faut se replonger un petit peu dans le temps, revenir un petit peu sur l'histoire du bagne. On sait très bien que il y a eu une période, un temps de l'oubli qui a été très important, hein, dans les années 1910 jusqu'aux années 1970. Une période où le bagne s'est replié sur lui-même, il s'est effacé peu à peu. Ça a été un héritage qui a été difficile aussi bien pour les descendants directs des condamnés qui ont essayé de gommer cette tâche de leur généalogie familiale, mais ça a été un héritage difficile également pour la société tout entière calédonienne qui souhaitait oublier cette page sombre de l'histoire du pays. Alors, c'est important d'en parler parce que jusque dans les années 70, en fait, on a eu un grand silence sur cette période-là. Et puis, au début des années 70, et ça correspond un petit peu avec l'arrivée de nos associations, il y a eu un réel réveil des consciences au sein des associations. Il y a eu d'abord la Société d'études historiques qui s'est développée. En 73, il y a eu les premiers bâtiments qui ont été protégés au titre des monuments historiques. En 72, avec la suite du boom minier, on a eu la construction de la digue de Nouville. Ça fait que les Nouméens ont pu redécouvrir le riche patrimoine bâti qui existait là-bas. En 74, il y a eu l'ancien magasin aux vivres, qui est devenu un théâtre à ciel ouvert, bâtiment qui a été maintenant connu avec le passage du président Macron ces derniers temps. Donc c'est vraiment symbolique pour l'histoire du bagne. Et la saison théâtrale régulière qui s'y produit. Exactement. Et donc voilà comment l'association Témoignages d'un passé a été fondée en 75. Elle est arrivée à un moment justement où il y a eu les premiers signes d'évolution des mentalités vis-à-vis de cette histoire du bagne. Je voudrais rappeler deux choses aussi en 75. À la fin de l'année 75, c'est l'achat de la collection Amsterdam. Donc tous les documents qui sont liés à l'histoire de la commune, donc ça a été aussi révélateur. Et puis 75, c'est aussi l'année de Mélanésia 2000, donc c'est un moment de l'affirmation de l'identité kanak. La montée est donc parallèlement d'une certaine revendication identitaire de la part de la population blanche qui descendait du bagne. Tout cela, en fait, c'est un ensemble qui va entraîner
la création de l'association Marguerite en 81 ou 80, voilà, 80. Et puis le musée de Bourail en 86. Alors justement, on vient d'évoquer la création de l'association Marguerite en 1981. Alors pourquoi justement cette année-là, Manuel Cormier, un certain nombre de Lafoyens seront à l'origine de cette association qui va ensuite s'orienter vers le fort de Terrain-Bas, mais pas tout de suite peut-être. Alors rappelez-nous un petit peu Voilà, tout cela. donc en fait l'association s'est créée en 1981. La rencontre de plusieurs personnes, certaines étaient plutôt passionnées d'antiquité, d'autres souhaitaient créer un musée racontant l'histoire du village sur la foi, et d'autres enfin pensaient qu'il fallait aussi s'intéresser à cette période du bagne. Mais pour commencer, donc cette association a été créée, et c'est son nom qui nous donne l'information, Marguerite, parce que le premier objectif c'était de sauvegarder la passerelle qui enjambe la rivière de la Foi. Donc en 1981, elle était dans un état avancé de délabrement du fait de l'oxydation. Elle menaçait de s'effondrer dans la rivière et de disparaître. Donc notre premier combat, en quelque sorte, il a été surtout administratif, puisqu'il s'agissait d'obtenir le classement au titre des monuments historiques. Peut-être faut-il rappeler à nos auditeurs l'origine de ce nom Marguerite. Alors oui, bon, donc la passerelle tire son nom de la femme du gouverneur de Monsieur Richard, qui était présent lors de l'inauguration, donc en 1909. C'est elle qui a été désignée pour être la marraine en quelque sorte, hein. Elle a coupé le ruban comme le veut la tradition. Donc voilà l'origine du nom Marguerite, donc que l'on a nous-mêmes adopté pour en ce qui concerne l'association. Donc une fois ce classement obtenu, il a fallu encore attendre beaucoup d'années, 1996, pour trouver les financements et pouvoir la restaurer. Donc à partir de 1984, on s'est également orienté sur le site de Terrain-Bas, donc où se trouvait l'ancien pénitencier et l'ancien fort, sur une propriété privée. Donc ça c'est important. Et puis le propriétaire de l'époque, et on peut le saluer, Monsieur Raymond de Brabant, même s'il n'est plus parmi nous, qui a eu quand même qui nous a accordé l'autorisation d'aller, et c'était pas évident hein, sur une propriété privée de laisser les gens pénétrer à l'époque, surtout pour s'intéresser à quelques vieilles pierres. Donc on a eu cet accord d'aller défricher les vestiges encore présents, et donc à partir de 1984 nous sommes pleinement investis sur ce site de Terrain-Bas. C'était pas la période la plus facile puisque nous sommes au début des événements. Voilà, et nous bien sûr très rapidement on s'est vite rendu compte que les deux thèmes qui faisait partie de cette histoire du lieu, c'était le bagne d'un côté, c'était l'insurrection kanak de 1878. Bon, toujours est-il que, 1984, donc on a pu commencer à défricher le site, et puis l'objectif suivant, c'était de pouvoir faire racheter ce site par la collectivité, en l'occurrence la commune de Moindou. Ça a été chose faite en 1989. Et donc, du coup, à partir de là, il a été possible, puisque les provinces venaient de se créer, d'obtenir le classement au titre des monuments historiques, et puis les premières subventions qui ont permis les premiers travaux de restauration. Et depuis, ça n'a pas cessé, hein, le travail n'est pas encore fini. Alors, ce que vous venez de nous expliquer tous les deux montre que vos associations maintenant, elles ont quand même une certaine pérennité. Hein. Et quel bilan, par exemple, vous, Yves, faites-vous de toutes ces années qui se sont déroulées pour votre association depuis 1975 ? Mais nous, la spécificité de l'association Témoignage d'un passé par rapport à Marguerite, par exemple, c'est qu'on est investi sur plusieurs pôles. Donc dans des premiers temps, les premiers bureaux qui ont constitué l'association se sont attelés à essayer de constituer un fonds d'objets, de mobilier et de documents très très importants qui étaient confiés par les familles calédoniennes. Et puis depuis 1986, l'association également s'est investie pour la sauvegarde et la valorisation de la maison cellière. En 1993, il y a eu la mise à disposition de la Villa Musée de Païta, justement, pour en faire un lieu d'exposition sur l'évocation de la vie rurale au siècle passé. En 1995, ça a été la ville de Nouméa qui nous a mis à disposition l'ancienne mairie, pour en faire le musée de la ville. Donc dans un premier temps, pendant 2 ans, on a organisé ce qu'on a appelé la préfiguration du musée de la ville. Et puis l'année suivante, en 1996, c'est la province sud qui nous a mis à disposition
la boulangerie Guillain pour en faire un lieu d'exposition justement sur la page du bagne calédonien. Donc voilà, on a été obligé par les événements, par l'histoire de se disperser un petit peu sur plusieurs pôles, et donc toute la difficulté ça a été d'arriver à gérer un petit peu tout ça. Pour la maison Cellière, c'est très important, il a fallu attendre 2002 pour que cette maison soit rachetée par la ville de Nouméa aux enchères. Ensuite les travaux de restauration ont débuté en 2006 et vont durer jusqu'en 2009, et depuis nous avons travaillé avec la maison du livre justement pour animer ce lieu, et puis depuis la fin de l'année dernière, c'est l'association Témoins d'un passé qui a l'entière gestion de ce bâtiment pour le faire vivre, le faire évoluer en foyer des Calédoniens selon la volonté de la ville de Nouméa. Et puis en ce qui concerne le bagne, eh bien depuis, on va dire depuis 2007 surtout, et Manu était présent dans ce groupe Histoire justement, avec la province Sud, nous avons essayé de travailler sur un réseau qui s'appelle la route du bagne, avec comme objectif de différencier justement ce qui pouvait être présenté sur chacun des sites. C'est ça, parce que est-ce que vous êtes concurrentiel, ou alors est-ce que vous êtes complémentaire finalement? Alors, on est totalement complémentaires. Donc, Yves vient de le rappeler, il y a eu cette démarche initiée par la province Sud à l'époque de constituer en quelque sorte une sorte de comité scientifique pour pouvoir valider le contenu qui serait présenté aussi bien à l'Innou que sur Terrain-Bas, que sur Thio à l'époque, on en avait parlé. La ville de la musée de Païta en faisait partie également, donc de sorte d'éviter les doublons. Hein. Alors c'est allé assez loin, parce que quand nous-mêmes on a travaillé la muséographie de Terrain-Bas en 2012, on a fait en sorte de sélectionner des photos en sachant qu'elles ne seraient pas reprises sur l'Innou. Donc voilà, il y avait vraiment cet intérêt de dire on travaille ensemble, parce qu'on y a tous intérêt tout simplement. Oui, et ça veut dire que vous avez choisi des orientations finalement pour chacun des espaces de mémoire dont vous vous occupez. Voilà, alors par exemple, si je prends le cas de Terrain-Bas, on n'est pas parti sur le fait d'être un musée. On n'a pas de collection d'objets à présenter, à la différence de Témoignages d'un passé. Donc on est plus parti sur l'idée d'un centre d'interprétation, c'est-à-dire qu'on met plus en avant une histoire à travers bien sûr des textes et des photos, et puis les objets présents à Terrain-Bas actuellement, la plupart sont des objets reconstitués, ce qui permet au public de manipuler. Donc c'est une approche différente de ce qui peut se passer dans un musée. Alors, et puis je souhaiterais rajouter aussi que la complémentarité entre les associations, elle se vérifie également quand il y a des grandes manifestations qui sont organisées. Je vois en 2007, on a organisé un son et lumière à Nouville, et toute l'association Marguerite était présente, donc c'était plus de 100 figurants, la cavalerie, le taureau, etc., les animaux de basse-cour et tout. Quand il y a eu les premières journées des descendants justement des familles du bagne, l'association Marguerite était présente également pour présenter différentes animations comme un quadrille, etc. Inversement, quand il y a les sons et lumières à Terrain-Bas, on a des membres de l'association qui participent. Et puis cette année, on va en parler un petit peu plus tard, mais on a une opération commune pour le mois du patrimoine, parce qu'en fait on avait chacun choisi la même date pour une opération mois du patrimoine. Du coup, on a décidé de fusionner et de faire cette opération-là à la fois, on en parlera un petit peu. Voilà, donc la complémentarité, elle existe réellement. Alors, comment vous avez estimé l'un l'autre, ou comment vous avez interprété l'exceptionnel succès du livre Le bagne en héritage? Et est-ce que vous estimez que vous en êtes, à travers vos associations bien sûr, en partie à l'origine? Alors là, je laisserai la parole à Yves, parce que c'est vraiment l'association Témoignages d'un passé qui est à l'origine de cette opération. Oui, le livre, il a fait suite à 18 mois de parution d'articles tous les samedis matins dans le quotidien local. Hein. Tout a commencé en fin 2015. Et ce qui est important, c'est que le fait que les familles acceptent de parler, que leurs propos puissent être publiés dans la presse, tout ça c'est important, parce que je pense que ça n'aurait pas pu exister il y a 10 ans simplement. Donc il a fallu attendre, mais je pense que les Calédoniens aujourd'hui ont tourné pour beaucoup la page du non-dit, de ces décennies durant lesquelles nos parents nous ont caché cette page de l'histoire, parce qu'eux-mêmes avaient été éduqués ou formatés justement par leurs parents, leurs grands-parents pour ne pas en parler. Donc nos anciens nous ont quittés ou nous quittent, même s'il reste encore des réticences.
chez certains, il est aujourd'hui beaucoup plus facile d'en parler et de faire des recherches et d'assumer son passé. Alors effectivement, on est un petit peu quand même lié à cet ouvrage parce que c'est nous qui avons proposé au rédacteur en chef des Nouvelles au départ ce projet qui a été accepté par les Nouvelles, et donc ça a été important, un gros travail en amont en fait pour déjà contacter les familles, pour les convaincre de parler, pour qu'elles se regroupent entre elles, parce que souvent il y avait un représentant d'une famille qui en savait un petit peu plus, mais les autres moins. Donc il y a eu des réunions de préparation et puis ça a débouché sur les interviews. Donc ça a été un gros travail d'organisation, d'autant plus qu'il fallait travailler 5 à 6 semaines en avance pour les articles. Donc voilà, on est ravis du succès en librairie de cet ouvrage. Alors Manuel Cormier, est-ce que selon vous l'histoire du bagne, c'est finalement une affaire qui concerne uniquement les Calédoniens d'origine européenne? Ben non, absolument pas. Surtout quand on voit d'ailleurs entre nous la muséographie que vous proposez à terrain bas. Ben voilà, bon, alors certes, si on s'arrête à l'étude des condamnés qui soient venus au titre de la transportation ou de la relégation, et on parlera de la déportation après, ce sont effectivement énormément d'Européens. Mais l'histoire du bagne au sens générique du terme, qui recoupe en fait la colonisation pénale dans son ensemble, concerne aussi bien des Européens que des Algériens, puisqu'on a des condamnés nord-africains. Et puis au titre de la déportation, on ne peut pas les mettre de côté, ce sont les Kanaks qui ont été déportés. En particulier, on va rester sur l'insurrection de 1878, ce sont quelques 700 personnes qui sont déportées sur l'île des Pins, près de 300 du côté de Bélep. Donc eux-mêmes ont subi cette déportation et donc font partie de cette histoire collective. Donc pour cette raison-là, donc ça recoupe aussi bien les Européens que les Nord-Africains que les Kanaks. Et puis du point de vue ensuite de la descendance, alors bien évidemment, l'ouvrage paru sur ces familles, le bagne en héritage, il n'y a qu'à prendre l'exemple de la famille Bouteille ou Bouteiller. Voilà, on a des exemples de métissage incroyables, quoi. Sans compter le métissage qui n'est pas toujours révélé, voilà, mais dont la mémoire a été conservée dans les familles. Voilà, parce que sur les quelques milliers de libérés qui ont dû subvenir à leurs besoins sans avoir ni une concession, ni une épouse venue les rejoindre de métropole ou une épouse européenne choisie au couvent de Bourail ou à l'internat des filles de Fonvoirie, tous ces libérés, bien souvent, ont eu des enfants avec des femmes mélanésiennes, qui plus tard ont été essentiellement élevés en tribu. Mais ces gens-là, on ne peut pas gommer le fait que, et moi je parle d'un destin commun par le sang, qui lui a commencé au 19e siècle. Et ça, c'est un phénomène qui est vraiment récent, ça fait à peu près 1 an, 2 ans, ça s'est conjugué avec les différents articles qui sont sortis, mais on a de plus en plus de retours de familles kanak qui viennent nous voir en disant, mais c'est notre histoire à nous aussi. Regardez, je vous présente le dossier de matricule de mon ancêtre, etc. Alors c'est un petit peu tôt pour les familles kanak d'en parler librement dans la presse. On a eu beaucoup de gens qui nous ont contactés en disant non, il y a un tonton, il y a un ancien du clan, etc. qui veut pas qu'on en parle, mais par la tradition orale, nous on le sait. Et ça c'est important, ça c'est une dimension qu'on n'avait absolument pas jusqu'à présent, et effectivement on a toujours eu le cliché de dire le bagne c'est l'histoire des Blancs, et aujourd'hui on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est vraiment le visage de la Calédonie. Quand on parle du métissage, effectivement, on a toujours les familles, on peut parler des Bouteillers, on pourrait parler des Salins, on pourrait parler de plein de noms connus en Calédonie. Et donc c'est le métissage qui est resté côté monde européen, mais on en a tout autant qui sont restés dans le monde tribal kanak, quoi. Et donc ça c'est vraiment important, c'est une dimension qui est tout à fait nouvelle et qui change complètement l'approche du bagne en Nouvelle-Calédonie. Alors on va maintenant arriver à cette journée du samedi 2 juin, c'est-à-dire donc cette semaine, donc cette journée mémoriale commune que vous organisez. Alors finalement, vous nous avez expliqué que vous avez un partenariat important et qui s'est souvent manifesté. Pourquoi finalement, une fois de plus, vous associez pour organiser cette journée du 2 juin ?
Alors, l'association Marguerite a toujours répondu présente quand on a organisé les premières journées à Nouville, sur le site du pénitencier dépôt. Et puis, on s'est rendu compte que lors de ces premières journées, on avait des familles qui venaient de Brousse, qui venaient de la Foix, mais qui venaient de Népouilly, qui venaient de même plus du Grand Nord calédonien. Et on s'est dit, dans l'organisation de cette nouvelle édition, ce serait quand même bien de pouvoir faciliter la venue des familles de Brousse et donc de se délocaliser. Et donc Terrain Bas, Manu Cormier a répondu favorablement avec enthousiasme dès le départ. Et on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le réseau itinéraire ou route du bagne. On a vraiment l'idée d'alterner en fait les éditions chaque année sur des lieux différents liés au bagne naturellement, donc que ce soit Nouville, que ce soit Terrain Bas, peut-être une édition future à Point-Bout avec nos amis de l'association Raconte-moi Point-Bout ou à Bourail, voire même à l'île des Pins, pourquoi pas, parce qu'il y a une association qui est dynamique qui souhaite sauver un petit peu les vestiges, notamment du patrimoine bâti religieux de l'île des Pins. Donc voilà, c'est vraiment une volonté d'aller à la rencontre des familles et de partager des moments festifs et de fédérer quand même un noyau de famille le plus important possible. Alors, je vous propose que nous procédions à une pause musicale traditionnelle de l'émission en écoutant la chanson du groupe Kaori, La fille du geôlier. En fait, c'est vous qui m'avez suggéré cette chanson. Donc, pourquoi appréciez-vous, si vous voulez, particulièrement cette chanson ? Parce que ça nous fait plaisir d'avoir des compositeurs, des jeunes Calédoniens, d'autant plus qu'ils sont descendants du bagne eux-mêmes. Donc en l'occurrence le groupe Kaori, dont le leader est Thierry Folcher, qui est donc descendant de la famille Limousin, donc touché par le bagne, quoi. Et donc Thierry, dans son premier album là, du groupe Kaori, a préparé cette chanson qui s'appelle La fille du geôlier. Donc on aurait voulu la voir avec nous à Terrain Bas samedi prochain, mais malheureusement ils sont en métropole actuellement pour l'enregistrement de leur second album. Donc voilà, c'est un clin d'œil à ce groupe calédonien et on encourage justement la production locale des jeunes artistes sur ce thème du bagne. Très bien, nous écoutons La fille du geôlier du groupe Kaori. J'avais oublié comme c'est bon de boire à plein poumon. Et perdu dans la nuit étoilée, l'air de la liberté. Je me suis fait la belle, je me suis fait la belle. L'alerte n'est pas encore donnée, dorme ta poing fermé. J'effleure la rosée du matin dans ma cavale à fond de train. Je me suis fait la belle, je me suis fait la belle. S'ils ne m'auront pas vivant, je tomberai avant. Ma dernière pensée sera pour la fille du geôlier, la fille du geôlier. Au loin la cloche a sonné, la chasse à l'homme est lancée. Je sens mon cœur qui s'affole, mes pieds qui battent le sol. Je me suis fait la belle, je me suis fait la belle. Si je m'en sors cette fois-ci, je te promets ma jolie. Toi mon unique lumière perdue dans cet enfer. Qu'on se fera la belle, qu'on se fera la belle. S'ils ne mourront pas vivants, je tomberai avant. Ma dernière pensée sera pour la fille du geôlier, la fille du geôlier. Les sifflements des gardiens, les hurlements des chiens me pressent de tous côtés comme une bête traquée. J'ai cru que c'était la belle, j'ai cru que c'était la belle. La lutte est par trop inégale dans l'univers carcéral. Ainsi là où je succombe, ils creuseront ma tombe. Ici finit la belle, ici finit la belle. Ils ne mourront pas vivants, je tomberai avant. Ma dernière pensée sera pour la fille du geôlier, la fille du geôlier.
terre ne sera plus que poussière. Pour une vie plus belle, pour une vie plus belle. Tes yeux versent l'oubli de la haine et des douleurs anciennes. J'ai vu l'éclair de la vérité quand tu m'as tendu la clé. C'était toi la belle, que c'était toi la belle, c'était toi la belle. Terre d'histoire et de partage, avec Christiane Terrier sur La Première. Chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Manuel Cormier, directeur du site de Terrain-Bas, et d'Yves Mermoud, président de l'association Témoignages d'un passé, avec qui nous venons d'évoquer tout à la fois l'historique et les finalités des deux associations au sein desquelles ils sont maintenant impliqués depuis fort longtemps, ainsi que les raisons qui les ont conduits à proposer ce samedi 2 juin une journée commune intitulée Le bagne en héritage dans le site du Fort Terrain-Bas. Et nous allons maintenant revenir avec eux justement sur l'organisation donc de cette journée. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord, l'un ou l'autre, nous en rappeler les horaires ainsi que les modalités de déplacement éventuellement, parce que est-ce que vous avez songé à des solutions particulières pour des personnes âgées qui voudraient justement venir à Terrain-Bas et qui habitent par exemple Nouméa? Oui, tout à fait. On a gardé un peu l'idée des spectacles sans lumière de Terrain-Bas, où il y a des navettes en bus qui permettent aux Nouméens de se déplacer et de rentrer tranquillement sans avoir de souci de la circulation. Et donc là, effectivement, on a cette possibilité de transport en autobus depuis Nouméa, avec un départ à 7h30, je crois, et pour un coût de 2500 francs. Et donc, il faut absolument s'inscrire au 77 83 73 pour faire partie de ces navettes. Pardon ? Bien de répéter un numéro de téléphone. Le 77 83 73, c'est le standard de l'association Témoignages d'un passé, ou par mail à atupnc, @lagoon.nc. Voilà, de façon à ce que les gens puissent profiter de cette navette. Sinon, les gens se déplacent en voiture normalement, et on a prévu, je crois, aux personnes de se retrouver aux alentours de 9h, 9h30. Voilà, les mots de bienvenue seront prononcés dans la foulée, et la journée sera organisée sur un programme assez riche, assez fourni, jusqu'à 15h, 15h30 à peu près, pour que les gens redescendent tranquillement sur Nouméa ou remonter dans le nord pour les familles qui viennent de Brousse. Est-ce que les personnes doivent prévoir leur propre pique-nique ? Oui, tout à fait. Donc on s'occupe de tout au niveau logistique, et Manu pourra en parler davantage, au niveau chapiteaux, etc. Mais la seule contrainte, c'est que les gens viennent avec le pique-nique, et puis en fait c'est volontaire. On souhaite faire un immense repas, un grand banquet, un grand pique-nique en commun avec toutes ces familles réunies, et partager un moment convivial tout ensemble. Emmanuel, oui, vous avez après des petites recommandations d'ordre pratique. Donc effectivement, alors on va regrouper les gens pour la partie pique-nique, bien évidemment dans l'enceinte du fort. On aura installé des chapiteaux, il y aura des tables, des chaises. Peut-être y en aura-t-il pas pour tout le monde, donc il faut être prévoyant. Et pour ceux, alors, on les réservera en priorité bien sûr aux personnes, les personnes âgées, mais donc pour les autres de prévoir ne serait-ce qu'une natte, et puis on s'installe voilà, sur la pelouse à l'intérieur du fort. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le cœur de cette journée, parce que il y en a eu déjà, donc il ne faudrait pas, si vous voulez, qu'il y ait un effet de lassitude de la part justement des familles. Alors, je crois que c'est une journée qui va s'organiser autour de 3 thèmes. Alors, quels sont ces 3 thèmes ? Alors, le racinement, comment ces familles se sont enracinées dans le pays, l'accompagnement des familles, pour qu'on puisse leur apporter un maximum d'informations pour des recherches à venir, et puis on en parlait tout à l'heure, cet aspect festif, cet aspect convivial, essayer de resserrer les liens, nouer des liens entre toutes ces familles, pour former un réseau, former un cercle des descendants du bagne plus solide et plus solidaire. Alors, revenons donc sur le thème de l'enracinement. Alors,
Comment vous allez l'illustrer justement auprès du grand public, du public des familles qui sera là? Oui, alors là, il y a Qu'est-ce que vous allez proposer de nouveau? quelque chose d'inédit. Effectivement, on a fait l'acquisition aux archives d'outre-mer d'Aix-en-Provence des cartes colorisées des centres concessionnaires. Donc, rien que pour Bourail, par exemple, il y aura 11 cartes en fonction des différentes sections. Et donc, les personnes qui viendront auront la possibilité d'avoir accès à une banque de données, donc avec un fichier Excel. On pourra taper le nom de l'ancêtre concessionnaire, avoir le numéro du lot et la section, aussi bien sur Bourail que sur La Foix, que sur Point-Bout, etc. Et puis, aller voir ces cartes et positionner, repérer la concession, le lot qui était occupé au départ. On verra si c'était des détenteurs primitifs dès le départ, dans les années 1875, 78, 80. Et puis la carte a été faite en 1895, donc on va voir si à ce moment-là, le concessionnaire était toujours détenteur de ce lot, ou s'il avait été cédé à quelqu'un d'autre, etc. Donc voilà, ça c'est tout à fait nouveau. Donc les gens vont pouvoir vraiment repérer où étaient leurs aïeuls ou leurs aïeux. Ouais. Mais alors, ça veut dire... je suppose un matériel informatique, parce que tout ça les gens vont pouvoir le voir sur des écrans. Alors il y aura des informations qui seront données sur support informatique, oui, sur écran, sur papier également, sur carte, sur grand format. Donc c'est assez varié. On a aussi la possibilité... on a un travail en cours justement pour essayer de réunir les données, une banque de données. En fait, c'est quelque chose que l'on cherche à réunir pour les archives de Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour le futur musée du Bagne. Une banque de données sur les 21 524 transportés qui sont arrivés, avec un minimum d'informations au départ. Et donc, sur les 21 000, il y a plus de 10 000 noms qui sont déjà traités. Et on va pouvoir présenter déjà un certain nombre de cépages. Ça veut dire, par exemple, c'est-à-dire qu'on a le nom, le prénom, le numéro de matricule, le nom du convoi par lequel ils sont arrivés, le bateau, différentes informations. Et surtout, l'information la plus importante, c'est le numéro de référence de la bobine sur laquelle on peut avoir le dossier matricule. Donc la personne qui s'intéresse à cet ancêtre pourra se déplacer ensuite aux archives pour faire la recherche complémentaire, pour savoir pour quelle raison cette personne a été condamnée, où elle est arrivée, quelle concession elle a eue, enfin ce qui est un petit peu plus de l'ordre du privé, quoi. Simplement, est-ce que les archives de Nouvelle-Calédonie sont désormais en possession des dossiers de tous les transportés? Alors il y a énormément de dossiers, il manque encore des informations. On a des dossiers qui sont microfilmés, qui commencent à s'abîmer aussi, donc il y a une préservation à faire, une numérisation qui est importante de tous ces dossiers. Mais on a déjà la chance d'avoir à Nouméa un fonds qui est quand même énorme et qui est à la disposition du public. D'autant plus qu'au niveau d'Aix-en-Provence aujourd'hui, on a des difficultés à obtenir les dossiers des condamnés parce qu'ils n'ont pas le personnel pour, et donc on a pas mal de familles calédoniennes qui souhaitent avoir ces informations. Donc on traite un petit peu avec les institutions justement pour pouvoir réinitier ce canal d'obtention de données. C'est important. Est-ce qu'on peut envisager à terme que tous les dossiers concernant les transportés venus en Nouvelle-Calédonie seront consultables sur place? C'est l'objectif. C'est une action que l'on mène au niveau des pouvoirs publics, aussi bien au niveau des collectivités locales qu'avec l'État. Et donc on a nos parlementaires également qui sont sur le sujet et qui interviennent au niveau des ministères à Paris. Donc ce sont des choses qui sont très longues à mettre en place, mais en fait c'est l'objectif final qu'en Nouvelle-Calédonie on puisse avoir les données de toutes ces archives en version papier ou en version numérisée. Alors, on voit que c'est une dimension supplémentaire, c'est-à-dire, outre les éléments biographiques, c'est la possibilité de découvrir, en effet, où les transportés ont été installés. Et ensuite, donc, le deuxième thème de la journée, c'est l'accompagnement des familles. Qu'entendez-vous par cela, l'accompagnement des familles? Dans leur recherche généalogique, je suppose. Voilà, d'une part, donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop comment s'y prendre, ou qui nous contactent en disant, voilà, je sais que mon ancêtre s'appelle un tel, qu'il a été condamné, il est mort à l'île Nou, mais on ne sait pas où est-ce qu'on peut avoir des informations. Oui, quand on n'est pas généalogiste, c'est pas facile, finalement. Il y a vraiment besoin d'avoir des informations précises, donc il y aura effectivement un stand généalogie qui va diffuser des informations aux personnes qui seront présentes, notamment sur l'état civil, qui va leur montrer un petit peu comment collecter les arbres généalogiques des familles qui souhaitent les déposer à l'association. Il y a un stand archives, donc la directrice des archives et Christophe Dervieux seront présents à terrain bas pour justement renseigner les gens.
Donc ça c'est important. Il y aura un stand librairie aussi pour pouvoir faire l'acquisition du fameux livre Le bagne en héritage. Et puis il y a un livre extrêmement intéressant que j'ai déjà acheté sur voilà. le Dr Colin, dont vous allez nous Exactement. parler après, que j'ai trouvé tout à fait passionnant. On a préparé un jeu des 7 familles aussi, ça c'est plus pour les enfants, mais avec des personnages qui ont réellement existé, aussi bien dans la famille des transportés que des relégués, que des déportés, que des sirènes militaires, etc. Donc il y a des choses qui sont assez intéressantes à faire. Donc voilà. Et puis tout un stand également qui va présenter le patrimoine bâti. Aussi bien sur Nouméa qu'en Brousse, ne serait-ce que par exemple que tous les ouvrages d'art, les gens qui vont prendre la route entre Nouméa et Terrain-Bas, ils vont franchir des ponts, des cours d'eau avec des ouvrages d'art qui ont été façonnés par les bâtisseurs du bagne et tout, qui serait intéressant à montrer. Donc voilà, tout ça on le montrera sous forme de photos. On essaie de varier au maximum les informations qu'on pourra apporter au public. Alors Manuel Cormier, le troisième volet de cette journée, c'est l'aspect festif et convivial. Alors comment donc vous êtes-vous organisé à Terrain-Bas pour essayer de faciliter cela au maximum? Je pense qu'on peut dire qu'il y aura trois temps festifs. Un temps musical aux alentours de 11 h avec la présentation d'une chanson ça sera une première. Oui, même de 2 chansons. De 2 chansons, donc écrites et composées et interprétées par Alain Roy. La chanson s'appelle, l'une des deux surtout s'appelle Calédoune. Donc on devine bien de quoi va parler cette chanson, donc ce sera vraiment une première. Donc pour le côté musical. Ensuite il y a un côté plus ludique où on va, c'est Yves qui va être le maître de cérémonie, rassembler les gens sur les gradins qui nous servent pour les spectacles sans lumière, d'abord pour faire une belle photo de famille, bien évidemment, et puis ensuite il proposera un certain nombre de jeux. Oui, parce que ce qu'on avait constaté, c'est qu'effectivement les familles viennent, mais ne se connaissent pas spécifiquement. Donc chacun reste un petit peu dans son petit coin, on partage un repas, mais il y a toujours une petite distance. Donc on voudrait casser un petit peu ces distances et essayer de rassembler, de lier toutes ces personnes-là et d'une façon conviviale par des jeux en équipe, en regroupant tout le monde, et puis voilà, avec des représentants qui seront ça occupera aussi les enfants, excusez-moi de vous interrompre. Ça occupera les interrompre, enfants, bien sûr. Donc l'objectif c'est ça, c'est qu'on passe vraiment un bon moment, et qu'on rigole aussi, qu'on apprenne beaucoup de choses, mais qu'on soit heureux de participer à ces journées. Et puis il y aura donc troisième animation proposée, en quelque sorte, ce sera dans l'enceinte de la boulangerie, donc ce bâtiment qui a été restauré par la province sud et achevé l'an dernier. Donc on y proposera, alors c'est de nouveau l'association Témoignages d'un passé qui en est en charge, donc une lecture de textes concernant les femmes du bagne avec un accompagnement musical puisqu'il y aura un violoncelliste. Alors ça a déjà été présenté sur Nouméa, donc les familles de Nouméa peuvent déjà avoir vu entendu cette proposition intéressante, mais les gens de Brousse, pas forcément. Donc là, ce sera une belle occasion d'en profiter. Alors, écoutez, on s'approche de la fin de l'émission, et donc je voulais vous demander finalement, vous nous avez décrit ce qui va être offert ce samedi, mais j'imagine que vous avez déjà, et l'un et l'autre, d'autres spectacles et animations à votre programme. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous les présenter pour cette année ? Parce qu'on aura, une fois de plus, un chant et lumière à Terrain-Bas. Et non, Ah, voilà, c'est un scoop, mais non, malheureusement, parce que tout simplement les dates du spectacle Sans Lumière 2018 faisaient qu'on jouait, par exemple, le samedi 27 octobre. Oui. Donc vous comprendrez qu'à une semaine d'une échéance importante, on a eu quand même quelques craintes sur le fait que les gradins ne soient pas forcément remplis. Donc on a préféré être prudent et donc le spectacle est reporté en 2019. Par contre, pour malgré tout proposer une animation et en costume et en lumière, c'est une journée dans le cadre du mois du patrimoine, le samedi 15 septembre, on va mettre à l'honneur l'ancienne maison du commandant du pénitencier de la Foi. Cette maison appartient actuellement à une congrégation, la congrégation des Frères du Sacré-Cœur, mais pour des raisons notamment financières, ils sont
plus en mesure de l'entretenir et pourtant il en a besoin. Donc on est en train de mener une opération pour pouvoir nous porter un projet de réhabilitation pour cette maison. Donc c'est en cours et la journée du 15 septembre auquel s'associe l'association Témoignages d'un passé sera donc festive là encore, avec des gens en costume, avec des visites guidées, des conférences, l'ouverture de cette maison au public, des reconstitutions de l'intérieur, notamment de la salle à manger, et puis en soirée une mise en lumière des murs, et puis une animation musicale avec entre autres l'harmonie du Caillou qui sera présente pour nous mener jusqu'à 19h30. Voilà, donc une grosse belle journée en perspective. À noter donc dans pour le 15 tablettes durant le mois fait. du patrimoine. Et en ce qui concerne l'association Témoignages d'un passé, Yves Mermod, alors là, quels sont les projets, les autres projets les pour cette prochaines année? semaines et les prochains mois correspondra à la mise en puissance, la montée en puissance justement des activités, des animations sur le site de la Maison Cellière, naturellement, qui sera inaugurée par le maire courant du mois d'août. Donc on a toute une période là pour peaufiner un petit peu nos animations, notamment les ateliers pédagogiques. Mais pour les animations grand public, j'invite les gens déjà à venir très rapidement le 16 juin, donc ça va très vite arriver, à Païta, dans le cadre des Journées nationales de l'archéologie. Donc pour la 2e année consécutive, on s'associe à cette manifestation et on proposera des activités donc à la Villa Musée de Païta, mais aussi sur le site des pétroglyphes de Katiramona, et donc avec la participation de Christophe Sand de l'Institut d'archéologie de Nouvelle-Calédonie. Et donc il y avait toute une journée qui est déclinée autour d'archéologie dans la région de Païta. Et puis ensuite, un autre événement, ça sera un rendez-vous donné pour le 10 août en soirée sur le site historique de l'île Nou, dans le cadre de ce qu'on appelle la Nuit des Illuminés. Alors la Nuit des Illuminés est un événement qui a déjà été mis en place il y a 2 ans aux alentours de la période d'Halloween et qui avait très bien marché pour les publics familiales avec les enfants naturellement. Et puis on souhaiterait avoir chaque année aussi un spectacle, une signature propre à nos villes, à la différence du son et lumière qui est vraiment la marque de fabrique de Terrain Bas et de l'association Marguerite. On souhaiterait faire une petite soirée avec un parcours déambulatoire dans le cœur historique, sous forme de lumière noire, donc avec lumière phosphorescente, avec la participation de différents acteurs, de troupes, etc. Voilà. Donc c'est un petit peu comme le principe de la féerie des Lumières en fin d'année sur la place des Cocotiers, sauf que là ça se passera donc dans l'enceinte du bagne et avec des animations qui seront tournées autour du bagne. Alors, voilà. Hélas, nous sommes quasiment parvenus au terme de l'émission. Alors, Emmanuel Cormier, moi qui ai, je crois, visité Terrain Bas quasiment tous les ans, finalement, hein, donc la dernière question que j'ai envie de vous poser, et en ce qui concerne la réhabilitation du bâtiment, est-ce qu'il y a de nouveaux projets? Je veux dire, vous avez rénové au fur et à mesure, j'ai pu constater cela, hein, chaque année, donc il y a quelque chose de nouveau qui a été restauré. Est-ce que là, vous avez un nouveau projet de restauration? Oui, alors d'abord, effectivement, vous êtes une fidèle parmi les fidèles et surtout, du temps, vous ameniez les élèves maîtres. Et ça a été quelque chose d'important parce que dans les classes patrimoine qui viennent chaque année, je retrouve régulièrement des élèves maîtres qui me disent la première fois que je suis venu à Terrain Bas, c'était avec Madame Terrier. Donc franchement, voilà, du bon travail. Concernant les projets de restauration, oui, alors là, au mois d'octobre, on va avoir 2 choses. Dans l'intérieur, à l'intérieur même du fort, le bâtiment principal qu'on appelle le blocos, on va refaire toute la partie balcon et escalier pour l'accès à l'étage, qui avait été réalisé en 1989, mais pas forcément comme ça l'était à l'époque. Alors là, on revient à la situation initiale. Donc il y aura un chantier important. Ça explique aussi pourquoi le mois d'octobre, il n'y aura pas de spectacle sans lumière, parce qu'on sera en plein travaux sur le blocos. Et la deuxième opération qui démarrera quasiment en même temps, c'est sur le soubassement de l'ancienne maison du commandant du pénitencier de Terrain Bas. Donc là, on va avoir un gros chantier qui devrait démarrer avec un partenariat avec une association métropolitaine qui s'appelle le CHAM et les jeunes volontaires du service civique. Bon, écoutez, messieurs, je vous remercie. Bravo encore pour tout ce que vous faites dans le cadre de vos associations. Et puis, on ne peut qu'inciter tous les Calédoniens à se rendre ce samedi à Terrain Bas, où on va encore pouvoir découvrir énormément d'aspects, pas toujours connus du bagne. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.